À une altitude de 10 000 mètres, la cabine de la première du vol international était baignée de silence. Les passagers passaient le temps chacun à leur manière, certains plongés dans la lecture d'un livre épais, d'autres sirotant tranquillement une coupe de champagne. Seul le vrombissement sourd des moteurs résonnait, un rythme constant et apaisant comme une berceuse. Mais cette quiétude parfaite ne devait pas durer. Un petit gémissement, puis un cri. Une voix fluette mais perçante commença à résonner dans l'espace feutré. L'origine de cette voix était un petit garçon d'à peine 1 an, blotti dans les bras de sa mère. En entendant ce son, sa mère, Élise, sentit son cœur se serrer. « Ça va, mon trésor, sois sage », lui murmura-t-elle d'une voix si basse qu'elle était inaudible pour les autres passagers. Elle se mit à lui tapoter doucement le dos, d'un rythme régulier. Son fils était irritable ces derniers temps à cause de ses dents qui poussaient. Depuis que ce voyage avait été planifié, Élise redoutait cet instant précis, craignant de déranger les autres. Autour de son siège flottait une légère et douce odeur de lait. C'était un parfum rassurant pour une mère, mais elle imaginait qu'il pouvait être désagréable pour les autres. Cette pensée la fit se recroqueviller encore plus sur son siège. L'une des hôtesses de l'air, Laura, entendit ses pleurs non pas comme ceux d'un bébé, mais comme un bruit importun. Elle tirait une immense fierté de son travail, qui consistait à offrir un service élégant et irréprochable. Et cet espace privilégié qu'était la première était ce qu'elle chérissait par-dessus tout. Pour elle, les cris du bébé étaient comme l'intrusion d'un profanateur dans un lieu sacré. Laura jeta un regard glacial en direction du siège d'Élise. Pourquoi une telle mère est-elle en première classe, incapable de faire taire son propre enfant? Quelle incompétence parentale, pensa-t-elle, un mélange de mépris et de préjugés bouillonnant en elle. Elle se mit à ranger la vaisselle en faisant délibérément plus de bruit, puis regarda vers Élise en poussant un profond soupir. C'était une pression silencieuse, sans mots. Élise sentit le regard et l'attitude de Laura. Son cœur se remplit d'un sentiment de culpabilité. « Pardon, pardon », répétait-elle en boucle dans sa tête. Mais face à son fils en pleurs, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Un homme, assis de l'autre côté de l'allée, observait tranquillement toute la scène. Âgé d'environ 75 ans, ce vieil homme aux traits distingués, un certain monsieur Bernard, n'avait pas levé les yeux une seule fois de son exemplaire des Échos. Pourtant, son attention n'était pas sur les cours de la bourse, mais discrètement tournée vers la jeune mère qui tentait désespérément de calmer son enfant et l'hôtesse de l'air qui ne cachait plus son irritation. Dans son regard, ni blâme ni pitié. Il se contentait d'observer la situation comme s'il acceptait les choses telles qu'elles étaient. Les pleurs du bébé s'intensifièrent. Des perles de sueur froide coulaient sur le front d'Élise. Elle avait l'impression de sentir physiquement la réprobation silencieuse des autres passagers. L'exaspération de Laura n'était plus dissimulable, son beau visage déformé par une grimace de mécontentement. Une petite fissure venait d'apparaître dans la tranquillité de la première. Ce n'était que le minuscule présage d'une tempête bien plus grande sur le point d'éclater. Malgré tous les efforts désespérés d'Élise, les pleurs de son fils ne cessaient pas. Au contraire, être à cause de l'air confiné de la cabine auquel il n'était pas habitué, sa voix devenait de plus en plus forte. Le cœur d'Élise se serrait douloureusement sous le poids des regards accusateurs qu'elle imaginait. C'est alors qu'elle vit une silhouette se lever et s'approcher. C'était Laura. Son visage ne cachait plus aucune émotion. Ses sourcils étaient froncés en une ride profonde, et ses yeux brillaient d'une lueur froide comme la glace. Le son sec de ses talons sur le sol de la cabine résonnait aux oreilles d'Élise comme les pas d'un bourreau. Laura s'arrêta brusquement juste à côté du siège d'Élise. Puis, d'une voix incroyablement forte, destinée à être entendue de tous les passagers, elle lança « Vous ne pouvez pas lui fermer la bouche, à votre gamin? On est en première classe ici, pas dans une porcherie. » Ces mots, tranchants comme un couteau, déchirèrent le silence. Tous les mouvements en première classe s'arrêtèrent net. Le gentleman qui lisait, l'homme d'affaires qui tapait sur son ordinateur, tous tournèrent la tête simultanément vers Élise et Laura. L'esprit d'Élise devint instantanément blanc, une porcherie. Le mot se répétait encore et encore dans sa tête.
elle sentit tout le sang de son corps lui monter au visage. Ses joues brûlaient comme du feu. La honte, l'humiliation et la tristesse de voir son fils insulté lui brouillèrent la vue. « Je suis vraiment désolé. Il ne se sent pas très bien », parvint à articuler Élise d'une voix tremblante, à peine audible. Elle savait qu'elle aurait dû répliquer, mais le choc était tel que son corps et ses mots refusaient de bouger. Ayant grandi dans une culture où l'on évite la confrontation, être réprimandé si fort en public était une honte insupportable. Elle sentit instinctivement que répondre avec émotion ne ferait qu'envenimer la situation. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'excuser. Cependant, ces excuses timides ne firent que jeter de l'huile sur le feu de la colère de Laura. L'hôtesse interpréta cette attitude comme un signe de faiblesse et se sentit confortée dans l'idée qu'elle pouvait aller plus loin. « Pas bien? C'est une chose à régler avant de monter à bord. Vous ne croyez pas ?» cria Laura encore plus fort, sa voix aiguë résonnant dans la cabine. Les autres passagers ne pouvaient détacher leurs yeux de cette scène anormale. Pourtant, personne n'essaya d'arrêter Laura. Certains détournaient le regard, embarrassés, d'autres observaient de loin avec une curiosité malsaine. Ce silence était une autorisation tacite à la violence verbale de Laura. De l'autre côté de l'allée, M. Bernard tenait toujours son journal déplié. Mais ses doigts s'étaient immobilisés sur le papier. Il n'avait pas levé la tête, mais il percevait avec tout son être chaque son, chaque mot, chaque changement dans l'atmosphère. La voix brisée de la jeune mère, le ton hystérique de l'hôtesse et l'indifférence glaciale des autres passagers. Quelque chose en lui commençait à bouger, silencieusement mais sûrement. Mais ce n'était pas encore le moment. Élise se mordait les lèvres, la tête baissée, retenant de toutes ses forces les larmes qui menaçaient de couler. Laura la regardait de haut, de son regard froid, tout en réfléchissant au prochain coup qui la plongerait encore plus profondément dans le désespoir. Le regard glacial de Laura se déplaça des genoux d'Élise vers la tablette. S'y trouvait le plateau du repas pour bébé que son fils n'avait pas terminé. Il restait un peu de purée de fruits jaunes. Le parfum légèrement sucré de la compote se mêlait à l'air tendu. En voyant le plateau, Laura esquissa un sourire méchant. Puis, comme si elle venait d'avoir une idée de génie, elle eut un rictus. Sans hésiter, elle prit la petite cuillère posée à côté du plateau. « Il ne se sent pas bien, dites-vous? Quelle terrible chose! Laissez-moi donc m'occuper de vous d'une manière toute spéciale. » Ces mots étaient chargés d'une méchanceté non dissimulée. Élise, ne comprenant pas ce que Laura s'apprêtait à faire, ne pouvait que la regarder avec des yeux remplis d'anxiété. Laura prit une généreuse cuillerée de la purée jaune restante. Elle s'approcha d'un pas d'Élise et tendit la cuillère vers sa poitrine. Ce jour-là, Élise portait un chemisier en soie d'un blanc immaculé. C'était un vêtement qu'elle avait choisi avec un soin particulier pour ce voyage. Sans la moindre hésitation, Laura étala le contenu de la cuillère sur le chemisier blanc. Une sensation désagréable, visqueuse et pâteuse, s'étendit sur le tissu. La tache jaune s'imprégnait à vue d'œil dans la soie immaculée. Élise retint son souffle. Le choc était tel qu'elle ne pouvait émettre un son. Elle fixait, incrédule, la salissure qui grandissait sur sa poitrine. « Oh, c'est taché, on dirait. Mais c'est parfait, n'est-ce pas ?» dit Laura d'un air satisfait. « Voilà, maintenant vous êtes aussi souillé que les cris de votre enfant, ça vous va bien. » Ces mots brisèrent le cœur d'Élise en 1000 morceaux. Le geste d'étaler de la nourriture sur les vêtements de quelqu'un n'était pas une simple farce. C'était une agression claire, visant à piétiner et souiller la dignité d'une personne. De plus, il s'agissait de la nourriture de son propre enfant. Laura venait de salir l'essence même de sa maternité. Finalement, une larme qu'Élise avait si longtemps retenue coula sur sa joue, mais elle ne pleura pas à voix haute. Elle se contenta de serrer les lèvres et de laisser ses larmes couler en silence. Pour les autres passagers, cette image était d'une tristesse infinie. Certains froncèrent les sourcils, le visage crispé par le dégoût. Mais malgré cela, personne ne se leva pour arrêter Laura. Monsieur Bernard n'avait toujours pas levé les yeux de son journal. Mais dans sa main crispée, le papier journal se froissa avec un bruit sec. Une grosse pierre venait d'être jetée dans le lac tranquille de son esprit. Derrière son expression calme, une flamme de colère froide commençait à brûler silencieusement.
Il se jura de ne jamais oublier cette scène. Chaque mot, chaque geste et chaque larme versée par cette mère. Il gravait tout dans sa mémoire. Voyant Élise en larmes, Laura se sentit complètement victorieuse. Elle avait réussi à briser l'esprit de cette mère insolente. Sa satisfaction perverse atteignit son paroxysme. Pour finir, elle décida de chasser cette mère pitoyable de son lieu sacré. Le chemisier souillé, le visage baigné de larmes silencieuses, la posture résignée d'Élise ne firent qu'attiser le désir de domination de Laura. Elle voulut la faire disparaître complètement de son champ de vision. Une existence aussi misérable n'avait pas sa place dans le sanctuaire de la première. C'est ce qu'elle pensait sincèrement. Laura tendit la main vers le bras fin d'Élise. Sans la moindre hésitation, elle le saisit fermement. Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans la peau douce d'Élise. Surprise par la douleur soudaine, Élise laissa échapper un petit cri. « Ça suffit maintenant. La simple vue de vous deux me donne la nausée », dit Laura en tirant Élise de son siège avec force, comme si elle traînait un objet sale. Le corps d'Élise vacilla. Comme son bras était toujours saisi, elle dut porter son fils d'une seule main. Le bébé, sentant l'angoisse de sa mère, se mit à pleurer encore plus fort. « Dépêchez-vous d'aller en classe économique. C'est la place qui convient aux gens comme vous. » Une sentence d'expulsion, des mots qui niaient l'existence même d'Élise en ce lieu. Une simple hôtesse de l'air était en train de priver violemment une passagère de son droit d'être en première classe. Élise regarda autour d'elle, désespérée. Quelqu'un allait-il l'aider? Quelqu'un allait-il dire que cette situation était clairement anormale? Mais ses yeux ne rencontrèrent que les visages des passagers qui détournaient le regard, embarrassés. En feignant d'ignorer cette violence injuste, ils protégeaient leur propre voyage confortable. Cette indifférence glaciale blessa le cœur d'Élise autant que la violence de Laura. « Vous n'avez pas entendu? Allez-vous-en, vite !» Laura tira Élise par le bras en la poussant vers l'allée menant à la classe économique. Élise trébuchait, entraînée de force. C'est à ce moment précis qu'une voix retentit. « Arrêtez, je vous prie !» Une voix calme mais ferme qui résonna dans toute la cabine. C'était M. Bernard. Il avait discrètement replié son journal sur ses genoux, s'était redressé et fixait maintenant Laura droit dans les yeux. Son regard, d'une acuité et d'une froideur insoupçonnables derrière son visage habituellement affable, était chargé d'une autorité naturelle. Tous les regards de la cabine se tournèrent vers lui. Laura, surprise, s'immobilisa. Elle n'aurait jamais imaginé que ce vieil homme si discret oserait la contredire. « Un problème, monsieur ?» demanda-t-elle, sans cacher son irritation. « Le problème, ce n'est pas moi. Je vous demande de lâcher cette dame, » répondit M. Bernard. Ses paroles étaient polies, mais elles portaient un poids absolu, qui n'admettait aucune contestation. Elle est une passagère légitime de votre compagnie, au même titre que vous. Et vous n'avez absolument aucune autorité pour la déplacer de force vers un autre siège. Me tromper? Face à ces mots, Laura resta un instant sans voix. Mais elle retrouva rapidement sa fierté et rétorqua « Cette femme dérange les autres passagers. En tant que membre d'équipage, j'ai le devoir de maintenir l'ordre. » Monsieur Bernard l'interrompit calmement. « Ce que vous appelez maintenir l'ordre n'est rien d'autre que de l'intimidation envers une personne vulnérable. Et c'est votre comportement abject qui souille le plus la dignité de cette première classe. » La voix de Monsieur Bernard était restée calme, mais chaque mot, telle une pierre lourde, vint frapper le cœur de Laura. Les paroles calmes mais sévères de M. Bernard figèrent complètement Laura. Le bras d'Élise toujours en main, elle le fixait avec une expression d'incrédulité. Comment ce vieil homme ordinaire, qui passait son temps à lire le journal, osait-il lui donner des ordres? Sa fierté était profondément blessée. « De quoi je me mêle? Taisez-vous » hurla-t-elle, emportée par la colère. Mais sa voix, contrairement à tout à l'heure, n'était plus remplie d'assurance. Elle avait une tonalité de panique. M. Bernard ne dit plus rien. Il se contenta de fixer la jeune femme enragée, puis tourna lentement son regard vers l'accoudoir de son siège. Il tendit l'index vers un petit bouton en plastique, le bouton d'appel du personnel de cabine. Dans l'air tendu de la cabine, son geste semblait se dérouler au ralenti. Les autres passagers, retenant leur souffle, observaient la scène. Qu'est-ce que ce vieil homme allait bien pouvoir faire? Un léger bip électronique retentit.
La lumière au-dessus du siège de M. Bernard s'alluma d'une lueur bleutée. C'était un bouton anodin, que n'importe lequel des centaines de passagers de cet avion pouvait presser. Mais à cet instant précis, la signification de ce geste était tout autre. C'était un signal silencieux, indiquant qu'il mettait fin à une querelle personnelle pour transformer le problème en une affaire officielle engageant toute la compagnie aérienne. M. Bernard avait jugé qu'il ne valait plus la peine de parler directement à cette hôtesse immature. En voyant le bouton d'appel enclenché, le visage de Laura vira au rouge. Le fait d'appeler un autre membre d'équipage alors qu'elle se tenait juste devant lui était un acte de mépris total, une insulte. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» s'apprêtait-elle à crier de nouveau lorsque « Laura, ça suffit !» Un autre membre de l'équipage arriva en courant, l'air affolé. C'était Christophe, le chef de cabine principal de la première. Il avait vu la lumière du siège de M. Bernard s'allumer et s'était précipité. « Monsieur, je vous présente toutes nos excuses. Je vais m'occuper de la situation immédiatement, » dit Christophe en s'inclinant profondément devant M. Bernard. Puis, se tournant vers Laura, il lui lança d'un regard sévère. « Lâche le bras de cette passagère et retourne immédiatement à l'office. C'est un ordre clair de son supérieur. » Laura se mordit les lèvres de dépit, mais ne put désobéir. Elle lâcha brutalement le bras d'Élise, lança un regard haineux à M. Bernard et quitta les lieux d'un pas lourd. Libérée, Élise dut faire un effort surhumain pour ne pas s'effondrer. La marque des ongles de Laura était encore visible sur son bras, rouge et douloureuse. Christophe demanda à Élise si elle n'était pas blessée, puis se tourna immédiatement vers M. Bernard et s'agenouilla devant son siège. « Monsieur, au nom de notre compagnie, je vous prie d'accepter nos plus sincères excuses pour le comportement de notre employé. Nous sommes profondément désolés. » Il s'inclina si bas que sa tête touchait presque le sol. Mais M. Bernard n'accepta pas ses excuses. Il le regarda de haut et dit simplement « Je n'ai rien à vous dire ». Ces mots indiquaient clairement que le problème avait dépassé le stade où les excuses d'un responsable de cabine pouvaient suffire. Cet appel silencieux, au milieu du désespoir, était le signal du véritable commencement d'une histoire bien plus grande. « Je n'ai rien à vous dire ». Cette simple phrase, prononcée calmement par M. Bernard, pétrifia Christophe, le chef de cabine. Toujours à genoux, il ne parvenait pas à relever la tête. En plus de 20 ans de carrière, il n'avait jamais entendu un refus aussi lourd et désespéré. Ce n'était pas de la simple colère. C'était un rejet plus profond, plus froid, absolu. Christophe cherchait frénétiquement un moyen de sortir de cette situation, mais aucune bonne idée ne lui venait. Une chose était sûre, et sa longue expérience le lui criait, cet homme n'était pas un passager ordinaire. M. Bernard observait Christophe, désemparé. Il plongea lentement la main dans la poche intérieure de sa veste. À ce geste, les regards des autres passagers se concentrèrent de nouveau sur lui. Qu'allait-il sortir ? Il en sortit une carte de visite d'une simplicité extrême, un papier cartonné blanc, avec un nom et une raison sociale imprimés en lettres noires, sans aucune fioriture. Il la pinça entre deux doigts et la tendit délicatement devant les yeux de Christophe, toujours agenouillé. Christophe leva la tête avec appréhension et prit la carte. Le bout de ses doigts tremblait légèrement. Il baissa les yeux sur les caractères imprimés. À cet instant, sa respiration se coupa, ses yeux s'écarquillèrent comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Et sous les yeux de tous, son visage perdit toutes ses couleurs. Il devint aussi blanc qu'une feuille de papier. Le nom sur la carte était Jean-Pierre Bernard, et en dessous, il était écrit « Président-directeur général, Nid d'Ange ». Nid d'Ange. Il n'y avait personne au monde qui ne connaissait pas ce nom. Le géant mondial des articles de puériculture, leader incontesté du marché. Des biberons aux tétines, en passant par les poussettes, c'est une entreprise qui accompagne la vie de centaines de millions de bébés à travers le monde. Et Jean-Pierre Bernard était le fondateur légendaire qui avait bâti cet empire à lui seul. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Christophe. Pourquoi ce vieil homme avait-il défendu cette mère et son enfant avec autant de calme et de fermeté? Pourquoi ses paroles avaient-elles un tel poids? En comprenant tout cela, un choc, proche de la terreur, le parcourut de la tête aux pieds.
Une employée de leur compagnie venait d'insulter et d'agresser de la pire des manières une mère et son enfant, sous les yeux du président du plus grand fabricant d'articles pour bébés au monde. Ce n'était plus la simple faute d'une hôtesse. C'était un désastre majeur, une crise qui pouvait menacer l'existence même de la compagnie. Christophe ne pouvait même plus déglutir. Il serra la carte de visite dans sa main tremblante et regarda à nouveau le visage de M. Bernard. L'expression de celui-ci était toujours aussi calme, inchangée. Mais Christophe comprenait maintenant, avec une acuité douloureuse, la puissance incommensurable qui se cachait derrière ce calme. À l'insu de Laura, le rapport de force dans cet avion venait de basculer de manière irréversible. Une simple carte de visite, c'était devenu la preuve irréfutable qui allait sceller la suite des événements. Agenouillé, Christophe s'inclina encore et encore, profondément. Il ne lui restait plus rien à faire. Christophe était incapable de bouger, toujours à genoux sur le sol. La simple carte de visite dans sa main lui semblait peser une tonne. Jean-Pierre Bernard, PDG de Nid d'Ange. Ce nom paralysait complètement sa pensée. La plus grande crise de l'histoire de la compagnie. Ces mots résonnaient en boucle dans sa tête. Ce fut M. Bernard lui-même qui rompit ce silence oppressant. Chef de cabine, levait la tête. Sa voix était toujours aussi calme, mais possédait une force à laquelle on ne pouvait désobéir. Comme une marionnette, Christophe releva lentement la tête. Son visage était encore livide. « J'aurai une requête à vous formuler. Oui, monsieur. Dites-moi tout ce que je peux faire pour vous, » réussit à articuler Christophe d'une voix étranglée. S'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse faire dans cette situation, il le ferait. C'était la seule pensée qui le maintenait debout. Cependant, les mots suivants de M. Bernard dépassèrent de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. « J'aimerais utiliser le téléphone satellite de cet appareil. Pourriez-vous me permettre d'appeler directement le président-directeur général de votre compagnie, votre PDG ?» Le téléphone satellite, directement au PDG. En entendant ces mots, non seulement Christophe, mais aussi les autres membres d'équipage qui tendaient l'oreille, retinrent leur souffle. Le téléphone satellite était un moyen de communication exceptionnel, utilisé uniquement en cas d'urgence absolue, comme un détournement d'avion ou une urgence médicale grave. L'utiliser pour la demande personnelle d'un passager était sans précédent, et qui plus est, pour parler au grand patron de la compagnie. Le fait de vouloir court-circuiter le responsable sur place pour parler directement au sommet montrait la ferme intention de M. Bernard de ne pas régler ce problème au niveau local. Christophe hésita un instant. Le règlement de la compagnie exigeait normalement qu'il refuse une telle demande, mais la personne en face de lui n'était pas un passager ordinaire. C'était le président de Nid d'Ange. En pensant aux conséquences d'un refus, un frisson glacial parcourut son échine. « Entendu, monsieur. Je vous le prépare immédiatement, » répondit Christophe d'une voix tremblante. Entre le risque d'enfreindre le règlement et le risque de provoquer la colère du président Bernard, il choisit sans hésiter la seconde option. Ou peut-être n'avait-il jamais eu le choix. Il se releva péniblement et fit un signe de tête à un autre membre de l'équipage. Les hôtesses se regardèrent, déconcertées, mais se mirent aussitôt en action. L'une contacta le cockpit, tandis qu'une autre alla chercher le téléphone satellite, conservé sous haute sécurité. L'atmosphère en première classe était chargée d'une tension anormale. Les passagers ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait, mais ils sentaient à fleur de peau qu'un événement grave était en cours. Ils observaient le déroulement des événements en silence, sans oser chuchoter. Au centre de tout cela, M. Bernard restait assis, calme. Son expression était toujours aussi sereine. Mais personne ne pouvait plus défier l'autorité inébranlable qui se cachait derrière ce calme. Il ne criait pas, ne menaçait personne. Il se contentait de demander poliment et tranquillement. Mais sa demande avait plus de poids et de force absolue que n'importe quel ordre. Bientôt, une hôtesse apporta l'imposant téléphone satellite sur un plateau d'argent et le déposa près de M. Bernard. La scène ressemblait à celle d'un serviteur présentant une offrande à un roi. Cette demande sans précédent était sur le point d'être exaucée, silencieusement mais sûrement. Christophe, les mains tremblantes, manipula le téléphone satellite et établit la connexion avec la ligne directe du PDG
au siège social. Après quelques sonneries, une voix interrogative se fit entendre de l'autre côté. « Ici, Olivier Martin. Que se passe-t-il? C'est une urgence ?» Christophe prit une profonde inspiration et répondit d'un ton calme et protocolaire. « Monsieur le Président, ici Christophe, chef de cabine. Monsieur Jean-Pierre Bernard, président de la société Nid d'Ange, actuellement à bord, souhaiterait vous parler personnellement. Je vous le passe. Le président de Nid d'Ange, mais comment ça ?» La voix d'Olivier Martin, de l'autre côté, trahit une nette agitation. Mais Christophe, sans répondre, tendit respectueusement le combiné à monsieur Bernard. Celui-ci prit calmement le combiné et le porta à son oreille. Puis, tout en regardant par le hublot le paysage nocturne immuable, il commença à parler d'une voix douce. « Bonjour, monsieur Martin. Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure tardive. Jean-Pierre Bernard, de Nid d'Ange, à l'appareil. » Sa voix résonna clairement dans le silence de la première classe. Les passagers, l'équipage et même Élise, qui serrait dans ses bras son fils enfin endormi, écoutaient la conversation en retenant leur souffle. « Je vous remercie pour votre accueil. Je suis actuellement à bord de l'un de vos avions, vous savez. Un voyage très confortable, oui. D'ailleurs, j'avais une information à vous communiquer, c'est pourquoi je vous appelle. » Le ton de M. Bernard était aussi détendu que s'il s'agissait d'une simple conversation. Mais les mots qui suivirent furent le début d'un cauchemar pour le PDG Olivier Martin. Nous préparons actuellement une nouvelle campagne mondiale de plusieurs millions d'euros. Elle s'intitule « Ciels accueillants pour famille ». En avez-vous entendu parler? Oui, c'est bien ça. Nous étions sur le point de finaliser le choix de votre compagnie comme partenaire exclusif pour cette campagne. On entendit faiblement la voix joyeuse de Martin de l'autre côté du fil. C'était, pour la compagnie aérienne, la plus grande opportunité commerciale de ces dernières années. Mais M. Bernard brisa cette joie en 1000 morceaux avec sa phrase suivante. Cependant, ce contrat, je suis au regret de vous informer que nous devons le considérer comme annulé. Pardon, Monsieur le Président, que venez-vous de dire? Retentit la voix incrédule de Martin. Je dis que le contrat est annulé. Aujourd'hui, dans cet avion, j'ai été le témoin d'une scène incroyable. J'ai vu un membre de votre personnel traiter une mère et son enfant comme des animaux, les insulter, user de violence et tenter de les chasser de leur siège. La voix de M. Bernard restait calme, mais le contenu de ses paroles était d'une violence inouïe. Ciels accueillants pour famille. Nous ne pouvons pas mener une campagne avec un tel nom en partenariat avec une compagnie qui insulte les familles, les mères et les enfants. C'est regrettable, mais nous avons décidé de confier ce contrat à votre plus grand concurrent, Star Alliance. Je viens de donner des instructions en ce sens à ma secrétaire. La sentence, une sentence de mort silencieuse mais absolue, prononcée depuis le ciel. Des millions d'euros de bénéfices venaient de s'envoler en un instant. Et ce n'est pas tout. Le plus grand rival venait de remporter cet énorme contrat. La crédibilité de la compagnie allait s'effondrer, le cours de l'action chutait. « Attendez, attendez, Monsieur le Président, il doit y avoir une erreur. Je vous en prie, reconsidérez. » La voix désespérée de Martin se fit entendre. Mais Monsieur Bernard l'interrompit calmement. « Il n'y a aucune erreur. J'ai vu de mes propres yeux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. » Sur ces mots, M. Bernard appuya sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Un clic impersonnel résonna dans le silence. La sentence glaciale venue du ciel était terminée. Après que l'appel du téléphone satellite fut terminé, un silence complet s'installa de nouveau en première classe, mais ce n'était pas la même quiétude tendue qu'auparavant. C'était un silence vide et absolu, comme celui qui suit le passage d'une tempête dévastatrice. Monsieur Bernard rendit calmement le combiné à Christophe, qui se tenait à côté, abasourdi. Son expression n'avait pas changé d'un iota, toujours aussi sereine. On n'aurait jamais cru qu'il venait de passer un appel qui scellait le destin d'une grande compagnie aérienne. Son but n'était pas une simple vengeance. S'il n'avait été en colère que contre Laura, il aurait pu choisir une autre méthode. Il aurait pu exiger son licenciement ou demander des dommages et intérêts. Mais il ne le fit pas. Ce qui le dérangeait n'était pas le mauvais caractère de Laura en tant qu'individu.
C'était la culture même de cette compagnie aérienne, qui permettait à une personne comme elle d'agir de manière aussi odieuse sans le moindre scrupule. Une compagnie incapable de faire preuve de la moindre once de gentillesse envers les êtres les plus vulnérables, une mère et son enfant, ne pouvait se permettre de promouvoir une campagne destinée aux familles. Son jugement prit la forme d'une sanction financière, mais son essence était bien plus profonde. C'était un jugement moral sur la dignité humaine et l'éthique d'une entreprise. Votre compagnie, avant de chercher le profit, n'a-t-elle pas perdu son âme? Telle était la question silencieuse et le verdict le plus lourd que M. Bernard venait de rendre. Christophe, le combiné à la main, était incapable de bouger. La conversation entre M. Bernard et le PDG tournait en boucle dans sa tête. Une perte de plusieurs millions d'euros, le contrat passé à un concurrent et surtout, le pire scandale qui soit, survenu sous les yeux du président de Nid d'Ange. Demain, cette nouvelle ferait le tour du monde. L'avenir de la compagnie était peu être anéanti. Ce désespoir l'envahissait tout entier. Les passagers assis à proximité ne comprenaient pas toute la gravité de la situation, mais ils sentaient, à l'atmosphère, que la compagnie aérienne avait commis une erreur monumentale. Ce n'était plus avec pitié ou curiosité qu'il regardait M. Bernard, mais avec une sorte de crainte respectueuse. Élise, serrant son fils endormi dans ses bras, tremblait. À cause d'elle et de son fils, les choses avaient pris une telle ampleur. Un sentiment de culpabilité mêlé à une immense gratitude envers M. Bernard pour les avoir défendus créait un tumulte dans son cœur. Elle leva la tête pour le remercier, mais l'aura de calme et de distance qui émanait de lui l'empêcha de prononcer le moindre mot. Dans ce silence, une seule personne n'avait pas encore pleinement accepté la situation, c'était Laura, adossée à un mur dans un coin de l'office. Elle avait observé de loin l'échange par téléphone satellite. Elle n'avait pas entendu les détails de la conversation, mais les expressions désespérées de Christophe et des autres membres d'équipage lui faisaient comprendre qu'elle avait commis une erreur aux proportions inimaginables. Mais pourquoi? Comment est-ce possible pour avoir simplement réprimandé une mère et son bébé? Son entendement ne pouvait le concevoir. Son monde était sur le point de s'effondrer. Alors que la conversation par téléphone satellite était terminée et que le silence s'était abattu sur la première classe, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer ensuite. La plupart des passagers pensaient que M. Bernard allait probablement continuer son voyage tranquillement, comme si de rien n'était. Mais son action suivante déjoua une fois de plus toutes les attentes. M. Bernard se leva lentement de son siège. Il prit le porte-documents qu'il avait sur les genoux et, sans la moindre hésitation, se dirigea vers l'allée. Face à ce mouvement, le chef de cabine Christophe l'interpella, paniqué. « Mon monsieur le président, où allez-vous? Si quelque chose ne vous convient pas, nous y remédierons immédiatement. » Christophe craignait que même un simple changement de siège soit interprété comme une marque d'insatisfaction envers la compagnie. Mais M. Bernard lui adressa un sourire bienveillant et dit « Non, je n'ai aucun reproche à faire à votre service. J'ai juste un endroit où je dois me rendre. » Sur ces mots, il tourna le dos à l'espace confortable de la première et se mit à marcher vers le couloir étroit menant à la classe économique. Personne sur place ne comprit le sens de son geste. Pourquoi le président d'une multinationale de renommée mondiale abandonnerait-il de son plein gré son siège en première classe pour se diriger vers la classe économique exiguë? C'était tout simplement impensable. Entre la première classe et la classe économique se trouve un épais rideau. Ce n'est pas un simple morceau de tissu. C'est le symbole d'un mur invisible qui sépare les tarifs, les services et le statut social des passagers. De sa propre main, M. Bernard écarta doucement ce rideau. De l'autre côté se trouvait un monde complètement différent. Contrastant avec le silence de la première, il y régnait le brouhaha de nombreuses personnes et la chaleur propre aux espaces bondés. Il pénétra dans cette atmosphère sans la moindre hésitation, personne ne comprenant son intention. La cabine fut plongée dans une confusion silencieuse. Christophe ne put que regarder son dos s'éloigner, stupéfait. Du coin de l'office, Laura suivait les actions de M. Bernard avec des yeux incrédules.
Monsieur Bernard avançait lentement dans l'allée étroite de la classe économique. Les passagers autour de lui jetèrent des regards surpris à ce vieil homme à l'allure élégante venu de la première classe. Mais il ne semblait pas prêter attention à ces regards, fixant droit devant lui. Son action délivrait un message silencieux. Le statut social, les titres, le luxe du siège n'avaient aucune importance pour lui. Ce à quoi il attachait de la valeur était quelque chose de bien plus essentiel. Cette dégradation volontaire reflétait sa propre philosophie de vie qui privilégiait la richesse spirituelle à l'abondance matérielle. Il s'apprêtait à accomplir la tâche la plus importante de ce vol. Une tâche bien plus précieuse et significative que de parler au PDG d'une compagnie aérienne. Sa destination était le fond de la classe économique, là où se trouvaient une mère et son enfant, le cœur meurtri et anxieux après les événements récents. Monsieur Bernard marchait lentement dans l'étroit couloir de la classe économique. Sa destination était claire, le siège occupé par Élise et son fils. Après l'incident, le chef de cabine Christophe, par égard pour les autres passagers, les avait déplacés vers un siège inoccupé tout au fond de la classe économique. En voyant Monsieur Bernard approcher, Élise se raidit. Elle craignait de se faire à nouveau réprimander. Dans ses bras, son fils, qui s'était endormi un instant, commençait de nouveau à s'agiter. « Madame, puis-je vous déranger un instant ?» dit Monsieur Bernard d'une voix douce. Sa voix ne contenait aucune trace de reproche, seulement une pure bienveillance. Surprise, Élise leva la tête. « Ah, oui, votre enfant fait ses dents, il doit être grognon. Cela a dû être difficile pour vous aussi, madame. » À ces mots bienveillants, les larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Élise. Le simple fait que quelqu'un comprenne et compatisse à sa situation lui apporta un immense soulagement. Monsieur Bernard sourit et sortit quelque chose de son porte-document. C'était un jouet flambant neuf, qui n'était encore vendu dans aucun magasin. Il était de couleur vive, conçu pour être facilement saisi par les petites mains d'un bébé. Il comportait également des parties en plastique souple, parfaites pour être mâchouillées. Ceci est un prototype que notre société prévoit de lancer le mois prochain. Si vous le voulez bien, accepteriez-vous de le faire essayer à votre enfant ? Sur ces mots, Monsieur Bernard tendit délicatement le jouet au bébé qui pleurait. Au début, le bébé regarda le jouet avec méfiance. Mais ses couleurs vives et sa forme amusante captèrent rapidement son attention. Il tendit sa petite main et attrapa le jouet. Puis il le porta à sa bouche et commença à mordre la partie souple. Et là, miracle! Les pleurs du bébé, qui avaient été si incessants, s'arrêtèrent net. Il se mit à jouer avec le jouet, absorbé, le mordillant, le secouant pour entendre le bruit qu'il faisait. Sur son visage, l'expression de mécontentement avait disparu, remplacée par un adorable sourire rempli de curiosité. Élise regardait la scène, incrédule. Il y a quelques minutes à peine, elle était au bord du désespoir. Et maintenant, son fils riait joyeusement en jouant avec un jouet offert par un vieil homme inconnu. C'est incroyable. Il pleurait tellement, murmura Élise, stupéfaite. Monsieur Bernard regardait le sourire du bébé avec un air de satisfaction et de tendresse. Son visage n'avait rien de la prestance du président d'une multinationale. C'était simplement le visage d'un grand-père bienveillant, heureux du sourire d'un enfant. Une lumière inattendue au milieu du désespoir. Une gentillesse silencieuse et discrète, sans rien attendre en retour. Ce geste de Monsieur Bernard illustrait, bien plus éloquemment que des mots, la philosophie de son entreprise, apporter du bonheur aux bébés du monde entier et à leurs familles. Il n'avait pas seulement donné un jouet, il était venu apporter une touche de magie pour sécher les larmes d'une mère et redonner le sourire à un bébé. Élise ne pouvait détacher ses yeux du sourire joyeux de son fils. Elle ne savait comment trouver les mots pour remercier ce vieil homme si bienveillant qui se tenait devant elle. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier, réussit-elle enfin à dire. Monsieur Bernard secoua doucement la tête. Ne me remerciez pas. Le sourire de votre enfant est ma plus grande joie. D'ailleurs, madame, le visage de Monsieur Bernard devint un peu plus sérieux. Je vous en prie, retournez à mon siège et passez le reste du voyage confortablement avec votre fils. Élise ne comprit pas tout de suite le sens de ces paroles. Non, mais
votre siège. Je vais m'asseoir ici, ne vous inquiétez pas, dit M. Bernard en désignant le siège de la classe économique où Élise était assise. C'était une proposition incroyable. Un passager de première classe échangeant volontairement sa place avec un passager de la classe économique, c'était du jamais vu. Il n'en est pas question. Je ne peux pas vous laisser vous installer dans un endroit aussi exigu, tenta de refuser Élise, mortifiée. Mais la décision de M. Bernard était ferme. Madame, écoutez-moi bien. La première classe, ce n'est pas seulement un siège plus cher. C'est un lieu qui est censé offrir le plus grand confort et la plus grande sécurité à ses passagers. Mais en ce moment, pour vous et votre fils, cet endroit est devenu le plus angoissant et le plus pénible qui soit. Il est hors de question que je vous y laisse. De plus, pour moi, l'endroit où je suis assis n'a que peu d'importance. Ce qui compte bien plus, c'est que vous et cette petite nouvelle vie puissiez poursuivre votre voyage en toute sérénité. Allons, n'hésitez pas. Monsieur Bernard posa une main douce sur le dos d'Élise et la guida vers l'allée avec une force tranquille qui n'admettait aucune discussion. Élise ne put rien dire de plus. Son cœur était submergé de gratitude, de culpabilité et d'une émotion indicible. Serrant son fils contre elle, elle s'inclina à plusieurs reprises tout en marchant vers le couloir menant à la première classe. Les passagers de la classe économique, ainsi que les membres d'équipage qui observaient de loin, regardaient la scène en silence. M. Bernard s'assit sur le siège dur et étroit de la classe économique qu'Élise venait de quitter, sans montrer le moindre signe de mécontentement. Il s'adressa alors avec un sourire à une hôtesse à proximité. « Excusez-moi, pourrais-je avoir une tasse de thé chaud, s'il vous plaît ?» Son attitude était d'un naturel déconcertant. Son geste posait une question silencieuse, mais claire à toutes les personnes présentes. Qu'est-ce que la véritable première classe, le véritable luxe? Ce ne sont pas les repas somptueux ou les sièges spacieux. N'est-ce pas plutôt l'attitude d'un être humain qui fait preuve de compassion et d'empathie envers les plus vulnérables? Par son action, il venait de démontrer lui-même le meilleur service que l'équipage de cette compagnie n'avait pas su offrir. Ce fait allait peser sur la compagnie bien plus lourdement qu'une simple perte financière, comme une défaite morale cuisante. Dans un coin de l'office, Laura était pétrifiée. Son esprit était en proie à la plus grande confusion. Un vieil homme élégant échangeant sa place avec une mère de la classe économique. Face à cette scène surréaliste, ses pensées s'étaient complètement arrêtées. C'est alors que Christophe, le chef de cabine, arriva, le visage blême. Son expression était vide de toute émotion, comme celle d'un mort. Il se planta devant Laura et dit d'une voix basse et sans âme: « Laura, je vais maintenant t'expliquer ce que tu as fait. Écoute bien. » Face à l'atmosphère sinistre qui émanait de Christophe, Laura déglutit difficilement. « D'abord, la passagère que tu as insultée et agressée, Madame Élise et son fils. Sais-tu qui est son mari ?» Laura ne put que secouer la tête en silence. Son mari est le PDG d'une célèbre entreprise de technologie française. C'est l'un de nos plus gros clients en matière de contrat d'entreprise. Tu as jeté de la boue sur l'épouse et le fils d'un de nos clients les plus importants. Ce seul fait était déjà un choc suffisant pour Laura. Mais l'histoire de Christophe ne faisait que commencer. Et ce vieil homme que tu as sommé de se taire, Monsieur Bernard, tu sais qui il est maintenant, n'est-ce pas? Christophe brandit la carte de visite de Jean-Pierre Bernard, PDG de Nid d'Ange, sous les yeux de Laura. En voyant la carte, Laura eut le souffle coupé. Nid d'Ange, le fondateur du leader mondial des produits pour bébés. Il était sur le point de signer un contrat de campagne gigantesque de plusieurs millions d'euros avec notre compagnie. Grâce à toi, ce contrat est parti en fumée. Il a été donné à notre plus grand concurrent, plusieurs millions. Ce mot frappa l'esprit de Laura comme un coup de marteau. Sa petite irritation, sa petite méchanceté avaient causé un préjudice aussi énorme à la compagnie. Non, ce n'est pas possible. La voix brisée de Laura résonna dans le silence de l'office. Si, c'est possible. Et ce n'est pas tout, continua Christophe, sa voix commençant à trembler de colère. Le président Bernard a lui-même déménagé en classe économique. Il a échangé sa place avec la mère que tu as tenté d'expulser. Tu comprends ce que ça signifie?
Il a personnellement offert le meilleur service que nous, l'équipage, avons été incapables de fournir. Il n'y a pas de plus grande humiliation. La fierté de notre compagnie a été complètement piétinée. Chaque mot de Christophe était une lame acérée qui découpait le cœur de Laura. Le monde en lequel elle croyait s'effondrait avec fracas. Sa propre justice, sa propre fierté, tout n'était qu'une erreur stupide et ignorante. Elle en prenait conscience maintenant, avec une douleur cuisante. Son arrogance s'était transformée en désespoir. Son ignorance avait conduit à sa propre ruine et même à celle de la compagnie. La loi du karma. Ses actions se retournaient contre elle. Laura ne pouvait plus tenir debout. Ses genoux se dérobèrent. Avec un bruit sourd, elle s'effondra à genoux sur le sol dur. Ah! Aucun mot cohérent ne sortit de sa bouche. Elle ne faisait que halter. Même les larmes ne venaient pas. Le choc était si violent que ses émotions elles-mêmes étaient paralysées. Son avenir, qui aurait dû être brillant, venait de prendre fin, à 10 000 mètres d'altitude. Alors que l'avion commençait sa descente pour l'atterrissage, l'atmosphère pesante de la cabine sembla s'épaissir encore. Chacun pressentait la véritable tempête qui allait commencer. Les événements de ce vol se sont traduits par une double sanction pour la compagnie aérienne. La première sanction, bien sûr, fut une perte économique fatale. L'annulation du contrat de campagne mondiale de plusieurs millions d'euros avec Nid d'Ange n'était pas seulement une perte de profit. Le fait que ce contrat colossal ait été remporté par le plus grand concurrent allait infliger des dommages incalculables à la compétitivité future de l'entreprise. De plus, en ayant insulté l'épouse du PDG d'une grande entreprise technologique, il était fort probable qu'il perde également ce contrat d'entreprise. La chute du cours de l'action était inévitable et la situation financière de la compagnie allait devenir critique. La responsabilité du PDG, Olivier Martin, serait certainement engagée. Mais la sanction infligée à la compagnie aérienne ne s'arrêtait pas là. Il y en avait une deuxième, plus lourde et plus cuisante que l'argent, la défaite morale. Le fait que le président Bernard se soit lui-même déplacé en classe économique pour céder son siège de première classe à la mère et à son enfant signifiait qu'un passager avait dû faire preuve de la compassion, de la dignité et du véritable sens du service que l'équipage de cette compagnie aurait dû fournir. Il n'y avait pas de plus grande humiliation. Leur fierté de professionnels offrant un service d'excellence avait été détruite à la racine. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu avec de l'argent. La confiance perdue et l'image de marque ternie ne se rétabliraient pas si facilement. Cet incident resterait longtemps gravé dans les mémoires comme celui de la compagnie aérienne qui a violenté un passager et a dû être secouru par un autre. Vaincre son adversaire non pas par la force ou le pouvoir, mais par la vertu et la dignité. L'action silencieuse de M. Bernard en était la parfaite incarnation. Il n'a pas crié, n'a menacé personne. Il a simplement agi comme il le croyait juste en tant qu'être humain. Mais cette action silencieuse fut, pour cette compagnie aérienne, la sanction la plus efficace et la plus sévère qui soit. Finalement, l'avion se posa en douceur sur la piste d'atterrissage. Attendant que le signal «Attachez vos ceintures» s'éteigne, les passagers commencèrent à se lever. À la sortie de la première classe, le personnel au sol de l'aéroport et plusieurs hommes en costume de luxe, l'air grave, attendaient déjà. Il était évident de savoir qui ils attendaient. De son siège en classe économique, M. Bernard se leva lentement, respectant son tour comme les autres passagers. Autour de lui, plusieurs passagers l'avaient reconnu et s'inclinaient discrètement. C'était une marque de respect silencieux pour son action. Pendant ce temps, Laura, escortée par Christophe, devait descendre de l'avion en dernier après que tous les passagers soient partis. Son visage était vide de toute émotion. Elle n'avait plus qu'à accepter en silence le sombre destin qui l'attendait. Ce jour-là, la compagnie aérienne a été humiliée jusqu'à la moelle. Ce n'était pas une simple histoire de vengeance. C'était la conclusion silencieuse mais décisive d'une histoire où la gentillesse et l'humanité ont triomphé de l'arrogance et de l'indifférence. Élise, assise dans le siège spacieux de la première, serrait doucement son fils dans ses bras. Le petit garçon, dormant paisiblement, tenait fermement dans sa petite main le nouveau jouet offert par M. Bernard.
En regardant son visage endormi, Élise sentit une chaleur douce se répandre lentement dans son cœur. Quelques heures plus tôt, cet endroit était pour elle un véritable enfer. Humiliation, peur et désespoir. Mais maintenant, ce même endroit lui semblait être le lieu le plus sûr et le plus rassurant du monde. Ce n'était pas parce que le luxe du siège ou la qualité du service avait changé. C'était parce qu'elle avait été touchée par la profonde gentillesse d'un être humain. Lorsque l'avion arriva à l'aéroport et que les portes s'ouvrirent, Élise, qui était assise à la place de M. Bernard, ne savait pas quoi faire et observait les alentours. C'est alors que Christophe, le chef de cabine, s'approcha d'elle. Son visage était encore pâle, mais son expression n'avait plus le désarroi d'avant. On y lisait une sorte de résolution calme. « Madame Élise, au nom de notre personnel, je vous présente à nouveau nos plus sincères excuses pour aujourd'hui. » Il s'inclina de nouveau profondément. « Monsieur le Président Bernard a insisté pour que vous et votre fils puissiez vous reposer tranquillement jusqu'à la fin. Je vous en prie, prenez votre temps pendant que les autres passagers débarquent. » À ces mots, Élise fit un petit signe de tête. Elle regarda par le hublot. En bas de la passerelle, plusieurs voitures noires étaient garées et des hommes en costume entouraient M. Bernard. Celui-ci leur parlait calmement, puis leva les yeux vers le hublot de l'avion et son regard croisa celui d'Élise. De loin, il lui adressa un doux sourire et un léger signe de tête, comme pour dire « tout va bien maintenant ». Le cœur d'Élise se serra, et tout en retenant ses larmes, elle s'inclina de nouveau profondément. Finalement, tous les passagers débarquèrent, ne laissant qu'Élise et son fils dans l'avion. Dans la cabine silencieuse, seule la respiration douce de son fils résonnait faiblement. Ce son racontait la fin de cette histoire de la manière la plus éloquente qui soit. Cette histoire avait commencé par des larmes, les larmes d'une mère acculée. Mais elle était sur le point de se terminer par le sourire paisible d'un bébé. La punition reçue par Laura et les pertes subies par la compagnie aérienne sont certes importantes. Mais la véritable victoire de cette histoire ne réside pas là. La véritable victoire, c'est le fait que la gentillesse d'une personne a sauvé le cœur d'une autre et a protégé le sourire d'un bébé, symbole de la nouvelle génération. Finalement, son fils se réveilla. En voyant le visage de sa mère, il leva le jouet qu'il tenait dans sa main et gazouilla joyeusement. Sur son visage brillait un sourire pur, sans l'ombre d'un nuage. Élise, voyant le sourire de son fils, lui sourit en retour du fond du cœur. La lumière du matin qui filtrait par le hublot les enveloppait doucement. Les larmes du désespoir s'étaient transformées en un sourire d'espoir. Et ce sourire était la plus belle conclusion de cette longue journée, laissant dans le cœur de ceux qui l'entendent un écho silencieux et chaleureux.